Notre débat résumé à 3 mots. Let's go, une injonction qui a changé la vie de dizaines de personnes. Une petite phrase lancée vendredi par l'un des 3 Américains à bord du Thalys. Ensemble, ils ont réussi à désarmer Ayoub Al-Kazani, ses héros, Anthony Sadler, Alex Carlatos, Spencer Stone, ainsi que le Britannique Chris Norman ont été reçus ce matin à l'Elysée. François Hollande leur a remis la Légion d'honneur. Le suspect numéro 1, lui, est toujours en garde à vue. D'après les dernières informations, il nie tout caractère terroriste. Alors, beaucoup de questions émergent 3 jours après cette nouvelle attaque. Bien sûr, il y a la sécurité dans les trains. Est-elle remise en cause? Faut-il plus de surveillance, des portiques, des fouilles? Et puis, pourquoi les services de renseignement n'ont-ils pas réussi à stopper Ayoub Al-Kazani? L'homme était pourtant fiché. Il faisait l'objet d'une fiche S. On va aborder tous ces points avec nos invités. D'abord, Gérard Lopez. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes psychiatre, président fondateur de l'Institut de victimologie. Avec nous également Louis Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Layer Cake. C'est un cabinet de conseil en gestion de crise et vous avez travaillé pour la cellule crise au ministère des Affaires étrangères. Thibaut de Montbrial, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, auteur du Sursaut ou le chaos paru aux éditions Plomb. Également, James Akrouf, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en renseignement et ancien analyste à la direction du renseignement militaire. Avant de vous entendre, on va réécouter François Hollande. C'était ce matin donc à l'Elysée. Depuis vendredi, le monde entier admire votre courage, votre sang-froid, votre esprit de responsabilité, cette solidarité qui vous a permis à main nue, je dis bien à main nue, de maîtriser un individu surarmé et prêt à tout. Votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Voilà, une source d'inspiration. C'est un mot intéressant, Thibaut de Montbrial. Ça vous inspire quoi? Ça veut dire que François Hollande nous invite à arrêter les terroristes? Ce que je trouve très intéressant, c'est l'évolution du discours depuis quelques mois. Lorsque la France a été frappée en janvier dernier, il y a eu une forme de sidération. Et la France s'est retrouvée confrontée pour la première fois depuis presque 3 générations à des scènes, véritablement des scènes de guerre. Il y avait déjà eu des attentats en France, mais c'est la première fois que nous étions attaqués pour ce que nous sommes et par des jeunes gens qui sont français. Et avec la perspective que ces actes se renouvellent. Et vous savez, on sort d'une période de paix au cours de laquelle nous n'étions plus habitués à la violence légitime. C'est-à-dire que même les tribunaux sanctionnaient, appréciaient avec beaucoup de sévérité les actes de légitime défense, à tel point que les forces de l'ordre en France aujourd'hui sont traumatisées encore par l'usage de leurs armes parce qu'au risque physique s'ajoute un risque juridique. Et puis petit à petit, les choses sont en train de changer. Il y a eu l'affaire de Villejuif. À Villejuif, par miracle, nous avons évité des dizaines de morts. Et cet acte héroïque d'un certain nombre de gens, ces Américains qu'on a vus, mais aussi un Français qu'on ne verra pas vendredi dans le train, est en train de justement permettre de parler, de mettre dans le débat, et le président Hollande l'a fait aujourd'hui, et je crois que c'était le bienvenu, le fait qu'il va falloir que nous nous habituions, non pas au sens de subir, mais au sens de vivre avec des actes de cette nature, et que ça concerne tout le monde. Ça mais il va plus loin, là, puisqu'il demande... Allez-y. Mais justement, pas simplement les forces de l'ordre, qui par définition, et sauf cas rarissime, ne sont pas là au début d'un acte de cette nature, mais également les citoyens, qui sont appelés à la vigilance, ça c'est pas nouveau, on est habitué avec le plan Vigipirate depuis des années, mais également au fait que peut-être il va falloir ne plus tout attendre de l'État et bouger, et se bouger pour sauver des vies, et à commencer par la sienne, parce que les jeunes Américains l'ont très bien dit hier dans la conférence de presse, ils ont commencé par vouloir sauver leur vie en même temps que celle des autres. Et pour terminer, moi dans le propos de la conférence de presse des jeunes Américains d'hier, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, parce que pour moi c'est la clé de tout. C'est, je crois, Spencer Stone qui a dit à la fin de la conférence de presse, il a dit, je le cite de mémoire, à tous ceux qui nous regardent, si un jour vous êtes confrontés à cette situation, même si vous pensez que vous allez mourir, faites quelque chose, faites quelque chose. Et c'est un discours auxquels les Français ne sont pas du tout habitués, et même au contraire, il y a beaucoup d'exemples dans notre éducation qui sont des exemples inverses. Louis Bernard, on va devoir changer de comportement? Alors, ce qui est arrivé dans le Thalys est une chance inouïe. Des gens qui savent comment se comporter face à une Kalachnikov qui précisément se retrouve face à la Kalachnikov. C'est vraiment une chance sur 1 million qui, comme l'a bien dit le président Hollande, a très probablement évité un massacre. Maintenant,
Attention, bien sûr, face à une situation comme ça, faites quelque chose. C'est ce que dit Spencer Stone. Et il pas passif, il dit. Hein. Voilà, ne pas rester passif. Il parle avec son entraînement à lui, de militaire américain, qui sait exactement quoi faire. Attendre du commun des mortels qui sache quoi faire face à une arme chargée, ça me paraît, on va dire, une rupture dans le rapport des Français aux armes, qui, est immense et n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce que si l'idée est d'avoir le même rapport aux armes que, par exemple, aux États-Unis, avec les Neighborhood Watch et tous les abus qui en découlent, c'est peut-être pas le modèle de société qu'on veut suivre, en fait. Et ça, il faut faire très attention. Il y a eu beaucoup d'abus, notamment, on pense à tous ces jeunes noirs qui se font tirer dessus, qui n'étaient pas le fait de policiers, mais étaient faits de renforts citoyens de la police, comme il en existe beaucoup aux États-Unis, avec les limites, on va dire, juridiques et morales qu'on peut imaginer. Donc, je dis oui, c'est bien. Célébrer l'héroïsme, ça c'est une très très bonne chose. Le faire rapidement avec une légion d'honneur immédiate. C'est américain, mais c'est justifié. C'est extrêmement justifié. Et très clairement, ces 3 personnes ont sauvé des dizaines de vies. Maintenant, attention à ne pas aller dans la dérive inverse, c'est-à-dire tous s'armer au cas où on croiserait un terroriste. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent aux États-Unis parce que les gens sont trop armés que par des actes de terrorisme, par exemple. Ce que vous le disiez, ces personnes qui sont intervenues, ils avaient de l'expertise. Il y en avait 2 qui étaient soldats américains. Oui, mais je pense que le président de la République, à travers la Légion d'honneur, a voulu citer en exemple le courage de ces jeunes et nous rappeler que c'était de bonnes valeurs, tout simplement. Je ne pense pas qu'il dit à tous les Français, en cas d'attaque terroriste, essayez de prendre la place de la police ou des forces de l'ordre. C'est des bonnes valeurs. Et je pense que dans cette situation, bien sûr, il faut faire preuve de courage. Et c'est ce qu'il a voulu souligner, tout simplement. De là à vouloir interpréter dans ses propos qui nous incite à faire les commandos ou à aller plus loin, c'est pas ça qu'il veut dire. Il est sur une déclaration. Mais on sera confronté quand même à ce genre de situation de plus en plus. Oui, et c'est ce que disait tout à fait mon voisin à côté. Les Français réalisent que de plus en plus, ils vont être exposés à ce type de menaces et qu'il faut dès maintenant se mettre dans un espèce de conditionnement. Oui, si je peux m'interposer ou essayer d'éviter un drame, on doit le faire, bien évidemment. Gérard Lopez, qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, quelles sont les différentes réactions qu'on peut avoir sur le plan psychiatrique? Je peux vous dire que quand on est confronté à une Kalachnikov, la plupart des gens, 90 à 95% des gens, vont se trouver dans un état de conscience modifié. Ils n'ont plus la conscience de ce qui se passe. Ils sont dans un état second. Ils sont complètement stressés et incapables de réagir. C'est comme ça qu'on voit des femmes être violées dans le métro sans qu'on réagisse. Moi, j'ai été à, vous savez, l'imprimerie, les frères Kouachi. Tout à fait. Damartin. À Damartin, voilà. J'étais à Damartin 3 jours plus tard dans une entreprise qui est juste à côté de l'imprimerie. Les gens qui travaillaient dans cette entreprise, que je ne citerai pas, m'expliquaient combien les hommes du raid et combien les policiers étaient complètement stressés. On a beau être entraîné, il y a des phénomènes psychologiques. Alors, prenons cette situation. On dit c'est un acte héroïque. Bien sûr, si on est bien formé, si ce monsieur Stone était bien formé et qu'il a pu trouver un angle d'attaque raisonnable, je comprends qu'il ait pu le faire, mais c'est exceptionnel. Vous voyez, l'autre fois à Évry, il y a un petit braqueur qui rentre dans une banque pour braquer, et manque de bol, il y a quelqu'un de la BAC qui est là. Pas de chance, hein, et ça arrive une fois sur combien ça bon. Qu'il a été interpellé. Oui, mais je pense que... Mais attendez, laissez-moi terminer. Allez-y. Donc, on est formé, on a une opportunité, on attaque. Ce qui est difficile, c'est d'initier le mouvement d'attaque. Celui qui initie le mouvement d'attaque, il est en général suivi. Rappelez-vous la femme adultère. Dès que la première pierre est lancée, toutes les pierres partent. Vous nous parlez de la Bible. Oui, je parle de la Bible. Tout le monde connaît l'histoire de la femme adultère. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Si on ne jette pas la première pierre, personne ne réagit. Si on jette la première pierre, tout le monde réagit. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que quand on est dans cet état de dissociation, on appelle ça comme ça, c'est un mot barbare, de déconnexion, on peut faire des actes d'héroïsme qui sont automatiques. Souvent, dans les guerres, on voit des actes d'héroïsme qui n'ont pas été décidés, mais qui sont des comportements automatiques. Je vous assure que c'est très difficile, quand on est confronté à un véritable danger, de pouvoir réagir. Voilà. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas forcément se jeter face aux terroristes, mais pouvoir détecter, être vigilant, pouvoir identifier la menace et alerter. Déjà, c'est beaucoup. C'est-à-dire que si on repère éventuellement quelqu'un qui a un comportement potentiellement dangereux, tout ça, bah, le fait de déjà pouvoir prévenir
le contrôleur ou des policiers sur place, c'est déjà un acte courageux. Vous trouvez qu'on a déjà le réflexe, nous, de Français, de signaler un colis qui nous paraîtrait abandonné dans le métro? On entend tout le temps la délation. C'est super rare. Moi, je trouve que c'est très rare. L'idée américaine qui est intéressante d'alerter if you see something, say something. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Et ça, on l'entend souvent aussi dans les gares. Voilà. Je pense que c'est culturellement sous-développé en France et que c'est peut-être des cas comme celui du Thalys, comme celui de l'attentat raté à Villejuif, qui vont faire ça, que les gens vont peut-être se dire attention, on va dire intelligence situationnelle pour parler consultants, qu'est-ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce qui ne devrait pas être comme ça, et est-ce que c'est le moment d'alerter? Les gens ont beaucoup plus peur d'aller parler aux policiers que d'aller se poser la question d'un comportement dissuasif. C'est une question culturelle. C'est une question culturelle et une question d'éducation et une question historique. Je pense que vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis dans des termes avec lesquels je ne suis pas totalement d'accord, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Aux États-Unis, dans quasiment tous les États, il y a un programme vidéo qui s'appelle Run, Hide, Fight. Ça veut dire fuyez, cachez-vous et battez-vous. Ça incite les gens, en cas de prise dans une fusillade, à faire ces 3 choses-là dans l'ordre des possibilités. C'est-à-dire que la population est déjà informée du risque que ça arrive. Alors qu'en France, jusqu'à un passé récent, dans les classes de 6e, tous les enfants de France voient pendant une demi-journée des policiers ou des gendarmes sur l'endroit où ils sont, où les forces de l'ordre viennent leur expliquer, ouvrez les guillemets, quoi qu'il vous arrive, ne faites rien vous-même, allez voir un adulte référent, etc. etc. C'est-à-dire qu'en France, on a désappris génération après génération à nos jeunes concitoyens qui deviennent ensuite des gens d'âge mûr et qui ensuite deviennent des dirigeants, on leur a désappris à se prendre en main. Et ce qui s'est passé ce week-end est absolument essentiel, parce que vous avez raison, c'est une très grande chance, d'abord parce qu'on a évité un drame, bien sûr, mais au-delà, c'est une très grande chance, parce que des actes comme ceux-là réarriveront, on va être confronté à d'autres situations de ce genre. Et c'est très bien que l'on puisse communiquer et dire aux gens, eh bien oui, même si vous n'êtes pas formé, même si c'est difficile, au moins sachez que ce n'est plus dans le domaine de l'impossible, de l'inconcevable d'être confronté à des choses comme ça, et que même s'il y a peu de chances que ça marche, il existe des solutions, et que ces solutions passent par vous. Et je pense que quand on regardera avec quelques mois d'écart les événements de ce week-end, on se rendra compte du changement considérable que c'est en train d'induire, même dans l'inconscient collectif de nos Oui, c'est ça, Gérard Lopez, c'est intéressant, parce que vous parlez de l'inconscient finalement, puisque on fait entrer des informations très tôt. On reconditionne les gens. C'est la culture. En France, dénoncer le voisin qui frappe un enfant, c'est de la délation. Vous le savez très bien. Absolument. 10% des enfants sont maltraités en France. C'est bien plus grave que le terrorisme. Et tous les jours, il y a 2 enfants qui meurent tous les jours en France. Eh bien, les gens ne dénoncent pas, même les médecins. C'était une polémique à l'époque quand on a mis sur pied l'alerte enlèvement pour les enfants. On parlait de délation, mais on voit bien que ça marche très bien aujourd'hui. Tant mieux. Ça marche extrêmement bien pour l'alerte enlèvement. Ça fonctionne très très bien parce que c'est une bonne comparaison. Parce qu'on met les gens dans l'idée de, si vous voyez quelque chose, appelez un numéro, etc. Je suis complètement d'accord sur le changement culturel que c'est en train d'entrer. Et surtout, vous parliez à l'instant de se mettre dans l'idée que ça peut arriver à nouveau. Ça, c'est vrai que c'est très nouveau en France. L'idée de se dire, ou de pas se dire, mais que peut-être dans un train, l'endroit le plus safe du monde, où on nous parle de confort, où on est bien, etc., que peut-être une chose absolument extraordinaire et potentiellement extrêmement mortelle comme celle-ci puisse arriver, c'est quelque chose de récent. Il y a eu un petit peu dans les années 80, à l'époque de Carlos, les trains, etc. Il y a eu un petit peu dans les années 90, évidemment, avec le RER Saint-Michel, mais cette conscience de la possibilité terroriste retombe très vite en France. Là, elle est à son plus haut niveau depuis janvier, évidemment, et c'est pour ça que c'est traité de cette façon, avec énormément de communication sur l'héroïsme des Américains et beaucoup moins sur d'autres éléments. Juste pour revenir un peu sur les mesures concrètes qui ont été annoncées, il y en a presque pas. Il y a un numéro vert qui va être mis en place. Ça, c'est un peu timide quand même. C'est tout à fait timide, et surtout que... Un numéro vert pour dénoncer tout comportement. Annoncer après l'attentat que cette personne était fiché S, c'est bien beau. Mais il aurait fallu peut-être que cette personne, si elle a attiré l'attention des services de renseignement, des forces de l'ordre ou de la justice, on sait pertinemment qu'on n'a pas assez d'agents de renseignement de terrain pour suivre tous les individus qui peuvent être menaçants ou qui peuvent passer à l'acte, de prendre des dispositions, de légiférer là-dessus, et pourquoi pas, je le propose sur ce plateau, de leur mettre des bracelets électroniques s'ils sont identifiés ayant une connexion ou pas
avec des groupes On terroristes. va en parler un peu plus tard de ça, mais Une fois qu'ils sont localisés, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Oui, gens tout à fait. des Et fiches quand S ils ont qui ne commis sont- un délit, parce qu'on ne Non, peut non, pas non, mettre non, un non, c'est bracelet là qu'on est- électronique. on va parler de ce sujet dans la deuxième partie du débat, mais j'aimerais juste sur la sécurité des gares et des trains, puisqu'il y a Oui, des ça. millions de voyageurs Alors, qui prennent... en Espagne, Alors, moi, je préconise depuis des mois le fait qu'il va falloir que nous nous organisions pour avoir des gens armés Dans les trains dans les trains et Tout à dans fait. les lieux publics, etc. Il y a deux solutions très simples. La première, elle est simplissime, mais c'est un changement d'état d'esprit. Et après avoir été contre, les syndicats de policiers commencent à être pour. C'est que tous les membres des forces de l'ordre entraînés restent armés, même hors service. C'est-à-dire qu'un policier qui va au restaurant en famille, en civil, pas du tout identifiable comme policier, soit armé, que les gens qui vont en vacances, les policiers en vacances, les gendarmes, etc., dans les trains, soient armés, etc. Ça voudra dire, ça mettra plusieurs dizaines de milliers de gens armés discrètement, et qui sont des gens entraînés, dont on peut imaginer que s'ils sont aptes à porter une arme avec l'uniforme, ils le seront sans. On peut avoir un débat sur leur entraînement, mais ça nous entraînerait Oui, loin. ça, on peut Et avoir. ça, c'est la chose la plus simple à faire. Il suffit d'un changement administratif. Ensuite, et j'en ai terminé, il y a une mesure qui, je pense, coûterait pas très cher et est assez simple, c'est d'appliquer au système ferroviaire français ce qui est utilisé sur la compagnie aérienne El Al pour les Israéliens et aux États-Unis sur certains vols, qu'on appelle le Air Marshal, et qu'on pourrait transposer au train, c'est-à-dire que des membres de la police ferroviaire, soit de façon aléatoire, on ne peut pas les mettre dans tous les trains, mais par exemple, un train sur 10, vous aurez deux types ou un couple totalement anodin qui serait armé. Vous avez 20 secondes. Oui, Après, et faire on marque appel une pause. aussi, si les mesures ne sont pas prises, aux réservistes opérationnels. On sait que ce soit dans l'armée ou la gendarmerie, qui sont fort entraînés pour ce type de cas. Voilà, on a des moyens de répondre à ce type de problème. Merci messieurs, on vous retrouve dans un instant, on marque une petite pause, je vous rappellerai les principaux titres à 19h30 et puis la seconde partie de notre débat, on se penchera sur le fichage, sur le renseignement, y a-t-il encore eu bug, y a-t-il eu ratage, à tout de suite.